y a finalement peu d'endroits où on voit aussi bien la vallée que dans ce train. On est tranquille, en plus on est aussi dans des conditions de confort qui sont extraordinaires. C'est une ligne splendide, de par ses panoramas exceptionnels. Bien sûr avec une vue imprenable sur le Mont Blanc. Notre voyage commence en Suisse romande, et plus précisément à Martigny, un nœud ferroviaire important du Bas-Valais. Dans cette région qui a vu passer les légions de Jules César et les troupes de Napoléon, il fait bon s'asseoir en terrasse sous le doux soleil de février. Avant d'entamer notre périple hautement pittoresque, nous allons faire un crochet par la fondation Pierre Gianada. Son parc de sculptures comprend des œuvres d'Auguste Rodin et de Niki de Saint-Phal. Brancusi est présent lui aussi, ce maître de l'abstraction sculpturale d'origine roumaine. Au sous-sol de la fondation se cache un vrai trésor, un des plus beaux musées de l'automobile de Suisse, où sommeillent 40 véhicules de fabrication suisse d'avant-guerre. Des modèles rares, voire uniques au monde, tous en état de marche. Comme nous étions à Martigny en Suisse, j'ai voulu quand même faire l'histoire de l'automobile suisse, de fabrication suisse. Or, il y a, je ne sais pas, 40, 50 marques d'automobiles suisses, certaines très peu d'exemplaires, mais c'est très rare à l'époque. Donc c'est très rare, très difficile d'en trouver. Parmi les pièces uniques, cette Stella 12-16 chevaux de 1911, dénichée en Uruguay par Leonard Gianada. Si l'on trouve également des Ford, des Rolls-Royce et des Bugatti dans ce petit sanctuaire de véhicules anciens, les modèles suisses forment cependant le noyau dur de l'exposition. Entre autres joyaux, nous pouvons y admirer cette Martigny de 1903. Ce Minotaure nous indique le chemin de la gare. On peut aisément rejoindre Martigny en train par la ligne du Simplon. Sur le quai d'en face, le Mont Blanc Express nous attend. Toutes les heures, il conduit de nouveaux passagers au cœur des Alpes en leur offrant un des plus beaux voyages en train qui soit, en particulier l'hiver, quand il s'enfonce dans les massifs couverts de neige. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue et un excellent voyage à bord du Mont Blanc Express. Meine Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen und wünschen Ihnen eine schöne Fahrt mit dem Mont Blanc Express. Martigny, point de départ de cette ligne de chemin de fer panoramique, se situe légèrement au sud-est du lac Léman. Au 18e kilomètre, le Mont Blanc Express passe la frontière française. De là, il met le cap sur Chamonix et poursuit sa route jusqu'à Saint-Gervais-le-Fayet. Nous avons rencontré l'un de ses conducteurs, un homme enthousiaste. Depuis tout petit, j'étais très intéressé par les trains. Hein. C'est un très beau métier. Beaucoup de contact avec la clientèle chez nous. Hein. Puis paysage, c'est magnifique, quoi. Le Mont Blanc Express circule depuis plus d'un siècle. Sur les premiers kilomètres,
il traverse la vallée du Rhône. Tapi dans ce hangar, une petite merveille d'un autre temps se prépare à revoir la lumière du jour. La locomotive numéro 32, qui date de 1921, quitte rarement son abri. D'où la nécessité de prendre des mesures de sécurité adéquates. L'espace d'un instant, la place de la gare est comme replongée dans le passé. À l'époque où la ligne a été construite, peu d'habitants de la région pouvaient assumer le coût du billet. La voie était parfois utilisée comme un sentier de randonnée. Le tracé était destiné aux touristes. Traverser les Alpes en train était très en vogue à la belle époque. Le but de la ligne, c'était d'amener les Anglais fortunés et riches du début du siècle passé à Chamonix. Toutes les lignes privées en Suisse de montagne ont été construites par des banquiers suisses, des banquiers genevois essentiellement. Et le but, c'était de faire découvrir la montagne aux gens qui avaient de l'argent, qui étaient riches. Alors la ligne ici a été entièrement financée par des banquiers de Genève et la ligne a été construite en 4 ans. Depuis 1995, les membres de l'association Train Nostalgique du Trien se chargent bénévolement de maintenir les trains de l'ancienne ligne Martigny-Châtelard en état de marche, dans le but de faire perdurer le bon vieux temps. Retour à la réalité. Nous sommes sur une voie métrique gérée par les TMR, les transports de Martigny et région. Après Vernayaz, on aborde un segment en pente pourvu d'un système à crémaillère. Le conducteur doit ralentir pour permettre aux roues motrices de venir s'enclencher sur le rail denté. Cette ligne n'est pas de tout repos. On a un tronçon à crémaillère de 2,5 km, celui sur lequel on roule actuellement. La rampe peut atteindre les 200 pour 1000 sur cette section. Le reste du parcours sur rail lisse comporte des rampes allant jusqu'à 70 pour 1000, c'est-à-dire le maximum toléré en simple adhérence en Suisse. La ligne est alimentée en courant électrique par un 3e rail, chose assez rare chez nous. L'ensemble a été conçu de cette façon dès le début, et le rail conducteur a été monté avec le reste en 1906. L'avantage, c'est qu'il résiste mieux aux avalanches que le système d'alimentation par caténaire. Rapidement, nous pénétrons au cœur de l'hiver. Le train arrive déjà en gare de Salvan, fin du tronçon à crémaillère. Nous sommes à 900 mètres d'altitude. Ancien lieu de villégiature estivale de l'aristocratie, Salvan a notamment accueilli Guglielmo Marconi, le pionnier de la télégraphie sans fil. C'était en 1895, il avait alors 21 ans. Ce petit musée lui est dédié. Voilà, je vais vous présenter ici les deux appareils, l'émetteur et le récepteur qui ont été inventés par Guglielmo Marconi. C'est en fait les premiers éléments de la transmission sans le fil. Existait déjà le téléphone, le télégraphe, mais eux fonctionnaient avec un film. Ce qui a fait le génie de Marconi, c'est de pouvoir couper ce fil et de permettre à un émetteur et à un récepteur de ne pas être au même endroit. Voici donc à quoi ressemblaient les tout premiers systèmes de transmission sans fil. Grâce au manipulateur Morse, on envoie un certain courant électrique dans une bobine d'induction. Celle-ci émet des ondes qui se propagent dans l'air. Avec cet appareil, Guglielmo Marconi a réussi à faire parvenir un signal radio à une antenne située à une distance d'1,5 km,
déclenchant ainsi une sonnerie. Après divers perfectionnements, sa technique de radiotélégraphie a été utilisée, entre autres, sur le Titanic. Si elle n'a pas empêché la catastrophe que l'on connaît, c'est néanmoins grâce à elle qu'ont pu être passés les appels de détresse qui ont sauvé les rares survivants. Alexis Beauchâtet, le chef cuisinier du navire, n'en faisait hélas pas partie. Il était originaire de Salvan. Nous poursuivons notre périple à bord du Mont-Blanc Express dans le Val du Trien. Jusque dans les années 30, c'était un privilège limité à la belle saison. L'hiver, le risque d'avalanche était trop grand. L'invention du chasse-neige et la construction de galeries par avalanche ont ensuite permis d'exploiter la ligne à longueur d'année. Les amateurs de sports d'hiver ont alors commencé à s'aventurer dans cette vallée assez reculée. Nous sommes tout près du Grand Saint-Bernard, un col qui, au fil des millénaires, a servi de passage aux voyageurs les plus divers. Là-haut, à 2500 mètres, se trouve un hospice célèbre pour son chenil. Car les chanoines y ont élevé les fameux chiens devenus emblématiques de la Suisse, les Saint-Bernard. Et cela pendant 300 ans, jusqu'à ce qu'en 2004, l'élevage soit transféré à la Fondation Barry à Martigny. Aujourd'hui associé au secours en montagne, ce chien très affectueux n'a initialement pas été élevé dans un but humanitaire. À l'origine, ces chiens étaient censés défendre l'hospice. C'était donc des chiens de garde. Ensuite, on les a utilisés pour aménager une piste qui permettrait aux gens de passer le col, car les Saint-Bernard se déplaçaient toujours en meute. Et puis un beau jour, presque par hasard, on s'est rendu compte qu'ils avaient un flair hors du commun et un excellent sens de l'orientation. Dès lors, on s'en est servi pour débusquer les personnes prises dans les avalanches, et c'est ce qui les a rendus célèbres. Leur renommée a franchi les frontières en 1800, avec Napoléon Bonaparte et ses 46 000 soldats, qui ont profité de l'hospitalité des chanoines du col du Grand Saint-Bernard sur la route de l'Italie. Les Saint-Bernard protègent les voyageurs et repèrent les personnes ensevelies depuis le XVIIe siècle. Barry, le plus connu de tous, aurait sauvé la vie de plus de 40 personnes entre 1800 et 1812. À la Fondation Barry, on élève actuellement 5 mâles et 25 femelles, qui mettent au monde une vingtaine de chiots par an. Aujourd'hui, les Saint-Bernard continuent à nous venir en aide. Non plus comme chiens d'avalanche, mais grâce à leur qualité sociale, qui peuvent avoir des vertus thérapeutiques. Nous les emmenons dans des maisons de retraite, nous les présentons à des enfants. Ils apportent beaucoup de joie aux gens. Le Mont-Blanc Express aussi apporte beaucoup de joie à ses passagers. Des panoramas à couper le souffle défilent sous nos yeux, là où toute trace de sentier a disparu et où l'homme ne peut s'aventurer qu'en train. En 1863, bien avant que la première voie ferrée ne la traverse, cette région a vu passer son tout premier groupe de touristes sous l'impulsion de Thomas Cook, le pionnier britannique des voyages organisés. Finhaut était alors un petit village sans prétention. Ce n'est que plus tard, et grâce au chemin de fer, qu'il s'est transformé en l'une des plus importantes stations touristiques du Valais. Il y règne une atmosphère calme et paisible. Un bémol cependant, la commune brasse trop d'argent, à tel point qu'elle est surnommée la Petite Arabie Saoudite. La vente de nouvelles concessions hydroélectriques rapporte 112 millions de francs suisses à ce village de 367 habitants. Les anciennes prendront fin en 2017. De nouveaux contrats avec les centrales électriques feront alors rentrer de l'argent frais dans les caisses de la commune.
Alors l'objectif de la commune, c'est avec cette richesse, c'est de donner un cadre de vie intéressant aux citoyens, pour ceux qui y sont déjà aujourd'hui, pour inciter d'autres citoyens aussi à venir s'installer. Et on donne des aides au niveau fiscal, au niveau aussi des assurances maladie, au niveau de la jeunesse, du sport, de la culture, et aussi des aides à la construction. C'est précisément cela qui divise le village, car certains prévoient la construction d'hôtels de luxe, dans l'espoir de faire revivre l'époque glorieuse où l'aristocratie anglaise et russe venait passer l'été ici. Principalement, nous, notre souci de développement tourne autour du développement durable d'abord et du tourisme doux. Cette vallée, et en tout cas cette partie de la vallée, n'est pas équipée et ne présente pas des conditions géographiques qui permettent un développement touristique du type Verbier ou Montanin. Donc les projets qui nous ont été soumis jusqu'à présent sont beaucoup trop, je dirais, pharaoniques et pas du tout à l'échelle de ce que nous attendons. Trop de luxe, un problème que d'autres communes aimeraient bien avoir. Notons que la ligne du Mont-Blanc Express est alimentée par 3 sous-stations hydroélectriques installées à Vernayaz, Salvan et Finhaut. Nous approchons de la frontière française. Peu avant de rejoindre Châtelard-Frontière, nous longeons l'un des plus gros chantiers de Suisse après le tunnel de base du Saint-Gothard. On construit ici la station de pompage-turbinage Nant-de-Drance. Avec une puissance totale de 900 MW, cette centrale est l'un des plus grands projets d'infrastructure en matière de capacité de production d'énergie par la force hydraulique. Elle constituera une précieuse ressource en énergie de pointe pour la Suisse. Les 2 lacs de retenue situés en amont du chantier sont encore vides. Ce n'est qu'en 2017 qu'on commencera à pomper l'eau pour la ramener dans le lac supérieur, afin de la turbiner et de produire de l'électricité durant les pics de consommation. Le reste du temps, l'eau sera stockée dans le lac supérieur. Nous avons derrière nous 2 lacs d'une distance d'1 km environ et d'une différence d'altitude de 300 mètres. Et c'est une situation idéale pour la construction d'un système de pompage-turbinage. Nous nous trouvons actuellement dans la galerie principale pour avoir accès aux cavernes où sera installée l'usine de pompage-turbinage. Cette usine permettra d'alimenter le courant dans toute l'Europe et ainsi assurer la sécurité d'approvisionnement. Et ce courant sera aussi utilisé pour faire avancer les trains. La ligne ferroviaire du Mont-Blanc Express est une ligne secondaire internationale, ce qui est très rare. Du fait que les trains passent d'un pays à l'autre et naviguent entre la Suisse et l'Union européenne, ils doivent être équipés de façon à ce que les passagers ne soient pas contraints à descendre de voiture à la frontière. Nous avons des véhicules multisystèmes. Les rames disposent des équipements de sécurité et de communication à la fois suisses et français. Nous sommes notamment reliés à la radio suisse jusqu'à Châtelard-Frontière, où nous devons nous brancher sur la radio française et activer le système de sécurité français. Seuls les conducteurs de train doivent encore se présenter à la douane avant d'entrer sur le territoire de l'Union. Ils descendent donc de leur locomotive à Valorcine, du côté français. Nous en profitons pour descendre de voiture, nous aussi, et faire un tour à l'atelier de Paul Berguerand. Il est sculpteur sur bois quand il n'est pas guide de montagne. En ce moment, il confectionne un objet bien particulier. Je suis en train de fabriquer un coffret de fiançailles. C'était une forme de coffret traditionnel à Valorcine, spécifique à Valorcine, qui se faisait à la veillée, parce que les gens se réunissaient l'hiver à la veillée, entre familles ou entre voisins. Et il y avait divers travaux qui se faisaient. Autrefois, les gens du coin étaient très pauvres. Et ce genre de coffret était souvent le seul cadeau qu'un homme pouvait offrir à sa future épouse.
À l'intérieur, on trouvait un ruban avec une croix. Paul Berguerand sculpte ses coffrets de fiançailles depuis 30 ans. Et il a toujours des commandes, bien qu'il ne travaille que pour les habitants des alentours. Messieurs, dames, bonjour. Le passage de la frontière s'accompagne d'un changement de conducteur. Salut Pascal. Ça va? Et toi? Mais bien. Bon alors tout va bien sur la machine en face. C'est une conductrice de la SNCF qui reprend le flambeau. 18914, prêt au départ à Valorcine. Alors que nous quittons la commune la plus à l'est de la Haute-Savoie, un paysage somptueux se déploie devant nos yeux. Nous sommes à 1260 mètres d'altitude. Et ici, le train transporte aussi bien des gens du pays que des vacanciers adeptes des sports d'hiver. Du côté français, la ligne du Mont-Blanc Express s'étire sur 37 km. C'est une main de femme qui actionne les commandes de notre train. Alors je suis la première femme sur la ligne du Mont-Blanc Express depuis son ouverture en 1906. Tout d'abord, je suis très fière d'être la première femme à conduire le Mont-Blanc Express. Et comme partout, quand on commence et on innove en quelque sorte, c'est jamais facile au départ, il faut faire sa place. Il y a des personnes qui ont un peu des a priori. Mais avec le temps, les choses rentrent dans les mœurs et ça se passe plutôt bien. Je suis bien acceptée par mes collègues, il n'y a rien à dire. Au contraire, je suis un peu chouchoutée par tous mes collègues masculins. Qui songerait à harceler une collègue dans un paysage aussi magnifique? Petite curiosité locale. Le tunnel des Montets, situé en contrebas du col des Montets, bien qu'étant un tunnel ferroviaire, est ouvert à la circulation automobile lorsque le col est fermé en hiver. Il est toutefois impraticable pour tout véhicule de plus de 2 mètres de large. Alors les conducteurs de 4x4 sont cordialement invités à prendre le train. Alors je suis devenue conductrice de train parce qu'en fait j'ai baigné dans les trains depuis toute petite, mon papa étant cheminot. Pour moi c'est une passion de conduire le train et je ne donnerai pas ma place. Nous traversons à présent la vallée de Chamonix. Jadis, quand les gens n'avaient pas encore de voiture, le train avait une fonction sociale et culturelle. Je vais vous raconter une anecdote, c'est que à l'époque, il y avait à Chamonix une troupe théâtrale d'amateurs. Et tous les hivers, ça se passait toujours l'hiver, parce qu'ils avaient plus le temps. Tous les hivers, ils faisaient des séances de théâtre. Et en général, c'était à 20h. Et on ne pouvait pas y aller, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien. Eh bien, il suffisait de demander à la SNCF, peut-être une semaine à l'avance, c'était suffisant. Est-ce qu'on peut avoir un train qui vient nous chercher à 8h et qui nous ramènera vers 11h30, minuit? Eh bien, il n'y avait pas de problème. C'était dans les années 50. À l'époque, le train marquait davantage de haltes et transportait plus de monde. C'était un mode de déplacement sûr, même l'hiver. Aujourd'hui encore, le Mont-Blanc Express est une bonne alternative à la voiture. On y profite mieux de cette vue spectaculaire. Après une bonne heure de route, le voici enfin qui se dresse devant nous. Le Mont Blanc. Ce massif tout de blanc vêtu qui a donné son nom à notre train. On a une mission qui est vitale pour les gens du pays, c'est d'assurer le déplacement des scolaires, des lycéens,
et des gens qui vont travailler dans les entreprises entre Chamonix et Saint-Gervais, voire même les petits villages du Haut-de-Vallée, Valorcine, Argentière, pour les élèves qui vont à l'école à Chamonix. Donc on a cette mission de service public pour cette catégorie de clients. Dans cette vallée de seulement 14 000 habitants, la survie de l'activité ferroviaire est en grande partie due à l'attrait touristique de Chamonix. Dans la capitale française et même mondiale du ski et de l'alpinisme, on soigne son look. Après une bonne séance de freeride, on peut bien se permettre de s'en griller une petite au soleil avec la plus haute montagne d'Europe en ligne de mire. En 1924, Chamonix a accueilli les tout premiers Jeux olympiques d'hiver. Les conditions étaient optimales. Aussi petite fut-elle, la commune comptait de nombreux hôtels bien chauffés et le ski y était déjà un sport très pratiqué à l'époque. Cette compétition fut baptisée la Semaine internationale du sport d'hiver à l'occasion des Jeux olympiques de 1924. Chamonix était déjà facilement accessible en train depuis Paris. Et voici la rampe de saut à ski originale utilisée pour ces JO, lesquels ont été organisés par la ville de Paris, qui allait accueillir les Jeux olympiques d'été de la même année pour la deuxième fois. Et c'est comme ça que la station de Chamonix a été choisie pour l'organisation de ces Jeux. Et comme les Jeux en hiver se sont déroulés exactement de la même manière que les Jeux d'été, avec le défilé des athlètes, la représentation par nation, le serment olympique, le drapeau olympique, toutes les médailles, en 1925, quand le Comité international olympique a décidé de choisir une autre station pour organiser les deuxièmes Jeux olympiques d'hiver. Et donc normalement, Chamonix était devenu le premier. Une compétition internationale de sport d'hiver qui n'est donc devenue olympique qu'après coup. À l'époque, c'était des locomotives à vapeur comme celle-ci qui tiraient les trains sur le chemin de fer du Mont-en-Vert jusqu'à ce que celui-ci soit électrifié et qu'on les remplace par des locomotives électriques en 1954. Le terminus de cette ligne à crémaillère jouxte la gare où s'arrête le Mont-Blanc Express lorsqu'il fait halte à Chamonix. Le chemin de fer du Mont-en-Vert est actuellement fermé en raison des risques d'avalanche. Mais par chance, on nous permet de l'emprunter. Notons que cette ligne n'est ouverte l'hiver que depuis 1993. Avant 1908, que le train du Mont-en-Vert fonctionne, les gens montaient à dos de mulets au Mont-en-Vert. Il y avait des muletiers qui prenaient les gens à Chamonix et les amenaient jusqu'au pied de la mer de glace et les redescendaient. Voilà. À peu près 200 personnes faisaient ce travail. Donc les gens avaient peur de perdre leur travail. Au début du 19e siècle, de grands personnages tels que Napoléon III et l'impératrice Eugénie, Victor Hugo et Lord Byron sont ainsi venus admirer la mer de glace par les sentiers. Il était chic à l'époque de fréquenter ces paysages sublimes. Si la construction de la voie ferrée a mis les muletiers au chômage, elle a par ailleurs créé de nombreux postes, conducteurs de train, contrôleurs, techniciens. Le voyage organisé par Thomas Cook en 1863 prévoyait aussi une étape dans la région, pour apprécier ce qui passait pour être la vue la plus célèbre du monde. Aujourd'hui, le train ne met que 20 minutes à rejoindre la gare du Mont-en-Vert, située à 1913 mètres d'altitude sur l'arête rocheuse qui surplombe le plus grand glacier de France.
Quand Marie Shelley a vu la vallée de Chamonix pour la première fois, et ce glacier, tout ce paysage, elle a été terriblement impressionnée par la puissance de la nature, la force qui se dégageait de ce glacier, de cette crevasse, de ces blocs de roches qui dévalaient les pentes à chaque avalanche. Elle a été fascinée. On raconte que ce sont ces monts maudits qui lui ont inspiré son roman Frankenstein, dans lequel on peut lire « J'avais à peine parlé lorsque j'aperçus soudain, à une certaine distance, la silhouette d'un homme qui avançait vers moi à une vitesse surhumaine. Il bondissait au milieu des cratères de glace, parmi lesquels je m'étais promené avec précaution. Sa stature aussi, tandis qu'il s'approchait, semblait exceptionnelle pour un homme. » Jadis, ces monts étaient terrifiants et pas seulement pour les femmes. Escalader le Mont Blanc était considéré comme particulièrement dangereux, car on le soupçonnait d'abriter sous sa couverture de glace des esprits maléfiques et des dragons. Avec ses 4810 mètres d'altitude, il a longtemps été considéré comme le plus haut sommet d'Europe. Un statut qu'il se voit aujourd'hui disputé par l'Elbrouz, qui culmine à 5642 mètres dans le Caucase russe, à la frontière entre l'Europe et l'Asie. Le train ne conduit pas les touristes jusqu'au sommet du Mont Blanc, mais il leur permet de rejoindre l'aiguille du Midi, à peine 1000 mètres en dessous. De là-haut, les voyageurs jouissent d'un panorama extraordinaire. À 3842 mètres, c'est le lieu idéal pour s'habituer à l'altitude. Après une courte montée en téléphérique, les adeptes du hors-piste s'apprêtent à descendre la fameuse vallée Blanche, s'étirant sur une vingtaine de kilomètres. C'est la plus longue descente des Alpes. Elle est relativement accessible, mais les crevasses qui jonchent le parcours la rendent malgré tout très dangereuse. De l'aiguille du Midi à Chamonix, la vallée Blanche accuse un dénivelé de 2800 mètres. De retour à Chamonix, nous reprenons le Mont Blanc Express pour aborder le dernier tronçon de notre circuit, celui qui mène à Saint-Gervais. Il a été inauguré dès 1901 et a fortement contribué à l'essor touristique de Chamonix. La vallée peut actuellement accueillir jusqu'à 60 000 touristes. Pour éviter une paralysie totale de la circulation routière, une solution judicieuse a été trouvée. Le billet de train est gratuit. La libre circulation, pour nous, c'est quelque chose de très très important. Ça a été une manière de réconcilier à la fois nos touristes, mais aussi nos habitants permanents avec le train. Alors nous avons décidé, avec les communes de la vallée, d'offrir à tous la possibilité de monter dans le train en libre circulation, c'est-à-dire sans payer. Un service unique en France. Gardons toutefois à l'esprit que Chamonix est l'une des plus riches communes du pays. Depuis que ce service a été mis en place en 2003, le nombre de voyageurs qui empruntent le train a triplé. Et c'est tant mieux car le tourisme et la nature sont les grandes sources de revenus des habitants de la vallée. Nous faisons halte aux Ouches pour visiter une ferme. Il y a là 43 chèvres, 3 boucs et 15 chevaux qui sont particulièrement bichonnés. Pascal Payot a un rapport très tendre avec ces animaux. Selon Pascal Payot, les gens ont le droit de connaître le mode de fabrication des produits qu'ils consomment. Nous le regardons à l'œuvre. D'abord, il fait cailler le lait. Au bout de 36 heures,
le lait caillé est prêt à être travaillé. Une des spécialités de Pascal est le fromage de chèvre frais de forme pyramidale, recouvert de diverses épices. Aujourd'hui, il choisit d'y mettre du piment d'Espelette. C'est une épice tirée du fruit du Goria, un type de piment qu'on trouve au Pays Basque. Et voilà. Le secret concernant la production de fromage, c'est de ne pas être trop pressé. Il faut laisser le temps aux éléments du lait de se mettre en place pour, au final, avoir une texture qui soit lisse et que tous les éléments du lait puissent travailler et finir par donner un bon fromage. Donc il ne faut pas être pressé. C'est la différence entre le fromage artisanal et le fromage, on va dire, industriel. Ces variations autour du fromage de chèvre peuvent être dégustées sur place ou dans les restaurants de la région. Le Mont Blanc Express traverse à présent le viaduc Sainte-Marie. Les derniers kilomètres qui nous séparent de Saint-Gervais sont en pente descendante. Notre train et la rivière Arve, qui coule juste au-dessous, quitte ici la vallée du Mont Blanc. Après avoir parcouru 55 km à bord du Mont Blanc Express, nous nous apprêtons à mettre pied à terre à Saint-Gervais. C'est une ligne qui assure la continuité du déplacement pour les voyageurs qui viennent de tout le réseau français vers la vallée du Mont Blanc. C'est une ligne qui voit sur une année 760 000 voyageurs par an. La gare de Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet est sur une ligne à grande vitesse. Le TGV rend la région du Mont Blanc facilement accessible aux vacanciers, qu'ils viennent de Genève, de Lyon ou même de Paris. Et si Saint-Gervais est moins célèbre que Chamonix, c'est pourtant d'ici qu'on accède le plus directement au sommet le plus haut de France, qui est d'ailleurs officiellement situé sur le territoire de cette petite commune. Avant d'entreprendre son ascension, rien de tel qu'une petite séance de relaxation au Thermes Saint-Gervais, où un bon massage vous aidera à vous préparer psychologiquement. L'eau des thermes aurait également des vertus thérapeutiques. La boire pourrait soulager des maux tels que l'arthrite. Et se baigner dedans est infiniment relaxant. Les éléments qu'elle contient, tels que le bore, le manganèse et le strontium, agissent, paraît-il, contre le vieillissement de la peau et exercent une action apaisante et cicatrisante. Cette source thermale a été découverte par hasard il y a 200 ans par un avocat genevois. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il devait y avoir quelque chose parce qu'en hiver, il voyait les bergers venir avec leurs moutons, avec leurs chèvres, avec leurs animaux en tout cas, paître dans ce vallon, qui n'était pas un parc magnifique comme il est aujourd'hui, mais un vallon tout simplement. Mais en hiver, à cette époque-là, il y avait beaucoup de neige, de la glace partout. Et c'était le seul endroit où il y avait, autre chose que de la neige et de la glace, il y avait de l'herbe. Pourquoi y avait-il de l'herbe? Simplement parce que cette terre, glacée partout ailleurs, était réchauffée par de l'eau chaude, donc de l'eau thermale. Notre avocat a donc fait analyser l'eau, et un an plus tard, en 1807, l'établissement thermal a été ouvert. Nous voici à présent parfaitement détendus et prêts à entreprendre notre ascension à bord du tramway du Mont Blanc. Celui-ci roule sur la plus haute voie à crémaillère de France. À l'origine, il était prévu qu'elle rejoigne le sommet de la plus haute montagne des Alpes. Mais en 1914, il a été décidé qu'elle s'arrêterait au Nid d'Aigle, à 2372 mètres d'altitude. Une ascension qui n'en reste pas moins vivement recommandée. De toute manière, pour conduire les machines, pour aimer l'environnement, tout ça, faut aimer la montagne. Il faut les aimer, elles, en priorité aussi, parce que sinon, ça sert à rien.
Nous voici dans un paysage de contes de fées. Cette nuit, la neige a étendu son blanc manteau sur la montagne. Plus 41 montées à Moutibon, 41. Nous participons au premier voyage de la journée. On sait quand on démarre, on ne sait pas toujours quand on arrive. On a parfois des surprises. Nous allons arriver au col, là, donc là c'est notre terminus. En temps normal, on va jusqu'à Bellevue, mais compte tenu des chutes de neige très importantes qu'on a eues en début de saison, on a eu assez à faire sur les parties basses, en déneigement, et donc on n'a pas pu pousser plus loin le déneigement. Nous nous arrêterons donc au col de Vauzat, à 1653 mètres d'altitude. Quand le premier train a effectué ce trajet en 1907, la revue Montagne et Alpinisme a écrit « Maintenant on peut partir le soir de Paris pour arriver à l'heure du déjeuner au col de Vauzat. 3 heures après, on reprend le train et le lendemain matin, on est à nouveau à Paris. » De nos jours, lorsque les conditions météorologiques le permettent, on peut se rapprocher davantage du Mont Blanc. Et pendant que Chantal déblaye la voie à l'appel, nous faisons une petite pause au petit restaurant qui borde la station, le Courant d'air. Espérons qu'il ne fasse pas trop honneur à son nom. Ce restaurant est tenu par Eliette et son mari, qui vivent et travaillent ici. Avant, Eliette était elle aussi conductrice du tramway du Mont Blanc. À chaque ascension, elle voyait ce petit chalet qui tenait lieu d'auberge et s'en était éprise. Si elle a quitté les chemins de fer, sa nouvelle vie reste rythmée par les allées et venues du tramway. Désormais bien implantée ici, elle ne regrette de son ancienne vie dans la vallée que le contact plus fréquent avec ses enfants et ses petits-enfants. Pour nous, le train est assez important dans la mesure où déjà, il nous permet de sortir un petit peu de cet endroit à 1600 mètres d'altitude. Et il nous amène également quelques clients, beaucoup de clients. Notre personnel également, puisque le personnel séjourne sur Saint-Gervais. Et nous avons aussi besoin du train pour nos livraisons de marchandises, 3 fois par semaine, qui est très important pour nous, vu les conditions en hiver. Le Mont Blanc et ses chemins de fer, 2 réalités indissociables pour de nombreux habitants de la région.